Chapitre 2. Édouard Sacedos prenait toujours le bus pour rentrer chez lui. Mais aujourd'hui, alors qu'il sortait plus tôt que d'habitude, il profita que le soleil ne soit pas encore couché pour faire un détour par le cimetière. Édouard, comparé aux enfants de son âge, ne s'était pas passionné pour le sport, ou pour les belles voitures, ou pour les filles, ou pour les maquettes de bateaux, ou pour les collections de pièces ou de timbres, ou pour les balades entre amis. Non. Édouard Sacedos, depuis quelque temps, était passionné par tout ce qui touchait à l'occulte, à la magie noire, à l'au-delà et à la mort. Ce hobby, quelque peu morbide, lui était venu suite à un penchant pour les films d'épouvante qu'il voyait au cinéma ou qu'il louait à la vidéothèque du village. Il avait vu tous les classiques et se gaussait désormais de ces tueurs sanguinaires qui hachaient des étudiants, des démons qui faisaient tourner la tête aux malheureuses petites filles, des créatures de la nuit qui massacraient et buvaient le sang de leurs victimes, des morts qui dévoraient les vivants. Mais j'aime bien les comédies aussi, un peu. En plus des films, Édouard avait trouvé une série de grimoires poussiéreux dans le grenier de ses grands-parents. Papy Sacedos les lui avait laissés, disant que s'ils étaient au grenier, c'était parce qu'ils ne servaient plus à rien, mais Édouard y avait trouvé au contraire un certain intérêt. Il avait été charmé par ces pavés aux reliures de cuir sombre pleines de moulures et de cloques dues à l'humidité, et ces pages jaunies par le temps, rigides et craquantes comme des feuilles mortes. Il s'était donc mis à les lire, les feuilletant méticuleusement. Il s'était essayé aussi aux vieux auteurs plongés dans l'horreur et la mélancolie. Baudelaire, Nerval, Poe, Gorée, Lovecraft, Stoker, Shelley, Nodier, Ewers. Il avait passé des nuits sur le web à s'informer sur des tueurs, des psychanalystes, des médecins, des gens qui étaient confrontés plus ou moins à la mort chaque jour, épluchant les forums, les encyclopédies en ligne, les blogs. S'il lui arrivait de lire le journal, il allait toujours faire un tour dans la rubrique nécrologique. Quant au fameux grimoire, il avait rapidement compris qu'il s'agissait de livres de magie noire publiés par on ne sait quelle maison d'édition, écrits par on ne sait qui, mais qui apprenaient à celui qui les lisait comment utiliser la mort à des fins personnelles. Édouard s'était alors intéressé à la Liewig-Lunga, à la nécromancie, au spiritisme et même à l'anthropomancie qu'il avait d'ailleurs pratiqué une fois. Un échec total. L'anthropomancie consiste à lire l'avenir dans les entrailles d'un cadavre et Édouard s'y était essayé avec la dépouille du hamster de sa voisine, Julie Collin. Lorsque celle-ci avait perdu son animal, elle avait enterré la pauvre bête dans son jardin après l'avoir mise dans une boîte à chaussures. Le soir même, Édouard ayant eu vent du décès, il s'était rendu discrètement dans le jardin des Collin afin de déterrer le cadavre de Chips. Mais le corps de ce dernier avait refroidi et Édouard, après avoir incisé au couteau de cuisine ce qui était resté du pauvre animal, n'avait réussi qu'à prédire le 0 en mathématiques qu'il avait eu le lendemain. C'est ce que je disais, un échec. Édouard ne s'était pas attardé sur les rituels sataniques visant à faire jaillir les flammes de l'enfer depuis les entrailles de la terre, s'associer avec le diable afin de répandre les ténèbres sur le monde et organiser des sacrifices humains tous les 13 du mois ne l'avait pas attiré non plus. Il y a vraiment trop de contraintes. Ce qui l'avait intéressé, c'était de pouvoir communiquer avec les morts, de les ramener de l'au-delà et de leur faire faire ce qu'ils désiraient. Ainsi, Édouard Sacedos était devenu un apprenti nécromant. Mais personne ne doit le savoir, c'est un secret. Édouard arriva devant le cimetière de Tandon-Crac, situé à l'extrême nord du village de Lourdes-Brume. Derrière le cimetière, rien qu'une forêt d'arbres morts s'agglutinant entre eux en une masse de branches noueuses dont la ramure était aussi emmêlée que les cheveux d'Édouard, les grilles du cimetière étaient grandes ouvertes, mais il n'en était pas moins désert. Il n'y avait même plus de fossoyeurs depuis plusieurs années et n'était plus entretenu. La même herbe avait camisolé les tombes, condamné les tombeaux, bâillonné les quelques statues d'anges et de saints ici et là, et étranglé les couronnes et les pots de fleurs destinés aux défunts. La pluie et le froid avaient gommé un certain nombre d'épitaphes dorées qui étaient devenues aussi blanches que de la craie. Les caniveaux étaient gavés de feuilles mortes noyées d'eau, et les allées étaient partiellement couvertes de mousse d'où s'échappaient des ramifications squelettiques. On pouvait dire que le nouveau fossoyeur du cimetière de Tandon-Crac n'était autre que le brouillard qui allait et venait continuellement entre les monolithes funèbres, les berçant dans son duvet spectral. Le tonnerre gronda au loin. Édouard, nullement impressionné par l'aspect lugubre de la demeure des morts, s'accroupit et ouvrit son sac à dos pour sortir tout son équipement de nécromant.
Déjà, la belle cape noire rongée au mythe qui s'était fabriquée avec du vieux tissu trouvé dans le garage du grand-père. Plus c'est vieux, plus c'est mieux. Il la noua autour de son cou avant de sortir ensuite un casque en plastique à l'effigie d'un crâne à moitié édenté acheté bon marché quelques jours plus tôt dans une boutique de farce. Il est plutôt bien fait. Il posa le casque sur sa tête, et ses cheveux jaillirent des orbites d'entre les dents et des trous de nez du couvre-chef en plastique. Il dut y mettre les 2 mains pour pouvoir le visser solidement sur son crâne, après quoi il prit l'un de ses vieux jouets, un bâton de magicien également en plastique qui ne dépassait pas les 50 cm et dont le bout se finissait en une orbe transparente dans lequel se trouvait une petite ampoule rouge qui se mettait à clignoter lorsqu'on appuyait sur le bouton ON situé sur le manche. À cela s'ajoutaient des sons digitaux du plus bel effet pour un enfant de 5 ans, mais qu'Edward ne pouvait utiliser, les piles étaient mortes. Ce n'est pas ça qui est important, c'est le fait d'avoir un bâton. En plus du plus gros grimoire qu'il possédait sur la nécromancie, Edward sortit une lanterne cuivrée achetée par sa mère lors d'une brocante. Elle ne fonctionnait même pas à l'huile et éclairait moins bien qu'une petite torche électrique. Un nécromant n'utilise pas ces trucs bourrés de puces électroniques et de fils électriques que possèdent les simples mortels. Tout cela sorti, il remit son sac à dos sur ses épaules, sous sa cape, coinça son bâton dans son pantalon, plaça une bougie dans sa lanterne, l'alluma, et se mit en route dans le brouillard, son grimoire sous le bras. Malgré son manteau et sa cape, Edward sentit la brume lui chatouiller la nuque de ses doigts glacés. Dans le cimetière, il pouvait frissonner de froid, mais jamais de peur. C'était son terrain de jeu. Il le connaissait comme sa poche. Ça doit faire 1 an bientôt que je viens jouer ici. Il n'était pas pressé, alors autant faire une petite promenade dans ses allées préférées. Agitant sa lanterne devant les pierres tombales, il lisait les épitaphes de ces dernières. Certaines s'avéraient assez drôles comme Quentin Longuequille, 1932-2004, mari et amant regretté, père de 3 enfants et de 10 bâtards. Ou encore Ferdinand Xavier, 1956-1990, dit Le Bègue, mort en tombant du toit sans avoir pu crier « à l'aide » jusqu'au bout. Il aimait aussi se faufiler entre les grilles pour descendre dans les mausolées de grandes familles du village. Mais aujourd'hui, sa cape et le reste de son équipement l'encombrèrent et il ne put s'y résoudre. Il se contenta d'enlever de certaines tombes la mauvaise herbe qui persistait à les envahir. Edward regrettait parfois qu'il n'y ait pas de membres de sa famille enterrés ici. Tous ses aïeux furent mis à terre dans d'autres communes ou incinérés. Depuis ses premières visites, Edward Sacedos s'était fait un devoir de prendre soin des défunts abandonnés par leurs proches encore en vie. Il savait également où se trouvaient les tombeaux des ancêtres de ses camarades de classe. En fait, il savait où étaient enterrés les morts des familles dont il connaissait les vivants. Un jour, il s'était dit qu'il allait couvrir de graffitis les tombes des parents des garçons qu'il avait embêtés à l'école. Mais bien vite, cette idée lui parut stupide et surtout injuste. Les morts n'avaient pas à subir les représailles destinées aux vivants. Si les vivants devaient être punis, ils devraient l'être dans ce monde et pas dans l'autre. De ce fait, être envoyé dans l'au-delà n'était pas la solution en soi. Edward n'était pas pour la peine de mort et trouvait ça grotesque comme châtiment. Néanmoins, il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les morts viennent punir les vivants. Pourquoi ? J'en sais rien pourquoi, peut-être parce que c'est moi, un vivant, qui vais leur demander. Après avoir fini de slalomer entre les tombes, il commença à se diriger vers celle qui abritait l'instrument de sa vengeance. En effet, il ne destinait pas cette tâche à n'importe quel cadavre, il lui en fallait un, qui avait eu ça dans le sang. Il lui fallait un mort qui avait tué de son vivant, dans un état d'esprit aussi froid que la pierre de son tombeau, avec la même noirceur d'âme qui animait les démons. Son bras vengeur devait être aussi précis et irrévocable que celui de la faucheuse elle-même, et il devait être animé par une haine aussi ardente que celle qui consumait les damnés de l'enfer. Il lui fallait un damné même, un être rejeté du paradis, un être plus terrible encore que le diable en personne. Il se devait d'invoquer le pire homme que le village de Lourdes Brume n'ait jamais connu, de l'homme qui avait tué 13 enfants, qui avait eu l'infanticide gravé au fer rouge dans ses gènes, dans ses molécules. Et je sais lequel. C.J. Wilfried Defriche, 1912-1974, professeur au collège Peste à Fièvre, condamné à mort pour le meurtre de 13 enfants du village de Lourdes Brume.